Donc, quand on m'a demandé, on me dit, est-ce que vous pouvez intervenir parce qu'on a un petit problème? Je dis, bon, pourquoi pas. La dernière fois que j'étais intervenu ici, c'était pour parler de Coruscant et de la guerre des étoiles. Là, ce coup-ci, je retourne sur mes terrains réels. Donc, ça fait toujours plaisir de se retrouver un petit peu, je dirais, chez soi, c'est-à-dire, en ce qui me concerne, à Mexico. Donc, ce que j'ai proposé pour aujourd'hui, c'est de parler de Mexico, mais Mexico, c'est grand. Hein, comme vous le savez. Donc j'ai choisi, vous avez vu le titre qui a été donné, écologie d'une mégapole. Pourquoi écologie d'une mégapole? Parce que dans les problèmes urbains contemporains qui sont posés par l'urbanisation galopante qui nous menace, semble-t-il, la relation avec l'environnement est essentielle. Donc c'est vrai, on a une grande ville, et bien comment cette grande ville réagit-elle avec son environnement et comment son environnement réagit évidemment avec la présence de la ville? Ce sont des questions qui sont posées à Mexico, mais bien évidemment, Mexico dans ce cas-là, c'est une sorte de laboratoire. Toutes les grandes villes dans le monde connaissent à peu près les mêmes problèmes, mais évidemment dans des échelles différentes, avec des difficultés particulières liées au fait que Mexico, c'est une ville qui est perchée à plus de 2000 mètres d'altitude, dans un bassin fermé. Vous le voyez effectivement ici. Vous avez ce qu'on appelle la Sierra Nevada, de ce côté avec l'Iztaccíhuatl et le Popocatépetl qui est là en train de fumer, enfin qui est vers là un peu plus bas que ça. Vous avez la Sierra de la Jusco qui est de l'autre côté et vous avez une chaîne montagneuse qui sépare le bassin de Mexico de l'autre bassin qui est à côté, qui est ici, qui est le bassin de Toluca. Donc c'est un endroit qui est fermé, qui est à 2000 mètres d'altitude, donc les problèmes, bien évidemment, s'accumulent. Et c'est vrai qu'on a toujours tendance à présenter Mexico un petit peu comme une sorte d'archétype, de modèle, de la ville à problème. Bon, ça a été dit, hein, donc la congestion, la contamination, la pollution, la dégradation du milieu naturel, les services publics qui suivent pas, l'augmentation, l'accroissement des disparités sociales et spatiales qui font qu'il y a de plus en plus de fortes tensions à Mexico. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film qui est encore à l'heure actuelle sur les écrans qui s'appelle La Zona. Je ne sais pas, mais c'est un film très intéressant qui vous montre comment on vit dans un quartier fermé à Mexico, avec les riches à l'intérieur, bien évidemment, protégés par leurs murs et leurs fils de fer barbelés et leurs caméras, et de l'autre côté, les pauvres. Et qu'est-ce qui se passe quand, de temps en temps, il y a un pauvre qui rentre dans ces quartiers fermés? C'est assez intéressant, évidemment, c'est caricatural, mais il y a des réalités sociales derrière. Donc, c'est présenté comme un modèle, et c'est vrai que à bien des égards, le modèle est tout à fait justifié. À l'heure actuelle, Mexico, c'est 18-20 millions d'habitants. En 1950, c'était 3 millions d'habitants. Donc on voit la croissance urbaine, le territoire urbanisé. Mexico, ce qu'on appelle le Mexico, le district fédéral, et les municipes qui sont autour. Donc on voit, si vous voyez ici le centre de Mexico, le Mexico colonial, il est juste là, c'est ça. Pas plus que ça. Donc tout le reste, c'est la croissance urbaine avec les municipalités qui sont autour. Et uniquement en terrain urbanisé, on a 1500 km². 1500 km², pour vous donner une idée, Paris, c'est 105 km², en tenant compte des parcs, des bois, de la Seine, etc. C'est-à-dire c'est pas uniquement de l'urbanisé. Tandis que là, c'est vraiment de l'urbanisé complètement. Et c'est vrai que dans cet espace, il y a en plus une très forte concentration d'industrie. D'après les derniers chiffres de l'Institut national de géographie et de statistique, on a 35 000 industries de différents niveaux qui sont regroupées à Mexico. Et on a chaque jour 3 700 000 véhicules qui circulent. Donc vous imaginez, dans cet espace réduit, ce que ça peut donner. Et c'est vrai que là, Mexico devient une sorte de modèle, ou plutôt, à la limite, un contre-modèle. Et ce contre-modèle, il est né à un moment. On peut dire la date au moment où on dit Mexico, c'est la preuve de la ville insoutenable, de la ville qui ne peut pas fonctionner, de la ville désastreuse. C'est 1985, le tremblement de terre de 1985, qui a fait des milliers de victimes et qui a montré effectivement les carences à la fois du système urbain et du système politique en même temps. Donc c'est 1985, il y a toute une littérature qui se développe
à ce moment-là pour critiquer Mexico. Hein. Dans la revue Autrement, que vous connaissez peut-être, donc qui a été publiée en 1986, il y avait un numéro spécial sur Mexico, Mexico entre espoir et damnation. Donc on voit, on met la barre assez haut. Ça a été qualifié à ce moment-là de ville la plus polluée du monde. Il y a eu plusieurs ouvrages consacrés à ce sujet, et il y a même des collègues qui ont parlé pour Mexico, qui ont inventé un terme, la monstruopole. Voilà, la monstruopole. Il y avait la mégapole, la mégalopole, et on va plus loin encore, c'est la monstruopole, c'est-à-dire la ville qu'on peut plus effectivement organiser, dans laquelle il devient quasiment impossible de vivre. Donc c'est vrai qu'il y a donc ce discours, ces représentations, et qui sont d'autant plus fortes que finalement, il n'y a pas si longtemps que ça, le paysage de Mexico était complètement différent. Voici Mexico en 1901. Ah, donc c'est une peinture de Velasco, une peinture classique de Velasco, qui vous montre la ville. On est encore à l'époque de Porfirio Díaz qui est ici. Vous avez l'Iztaccíhuatl et le Popocatépetl, et vous avez un ensemble qui est en fait encore très très rural, avec ce qui reste des lacs de Mexico qui sont ici. Donc c'est vrai, on a tendance à considérer que Mexico, c'est l'emblème de la crise de la modernité. Ce que je voudrais voir avec vous aujourd'hui, c'est vous dire que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Attention, je ne vais pas nier, et on les verra, il y a des problèmes effectivement à Mexico, liés à la grandeur de la ville, liés aussi au fait que le Mexique est un pays qui a été longtemps en voie de développement, maintenant qui est qualifié de pays émergent, mais qui a effectivement de grands problèmes de pauvreté, notamment parmi les populations les plus marginalisées. Ça c'est vrai, c'est l'expression d'une sorte de crise de la modernité, de crise de l'environnement. Hein. On a parlé, comme je vous l'ai dit, de villes insoutenables, mais il n'empêche que il faut voir, si on veut comprendre le problème de Mexico, il faut aller dans la longue durée. Il faut aller dans la longue durée. Je suis géographe et historien en même temps, et j'ai l'habitude de dire à mes étudiants, ne travaillez pas à la superficie des choses. Si vous rencontrez un problème à l'heure actuelle, essayez de voir de quand il date. Et ça vous permettra de le comprendre et de proposer, le cas échéant, des solutions. Donc on va essayer effectivement de voir de quand datent ces problèmes. Ils datent en fait très simplement de la conquête. C'est quand Hernán Cortés arrive en 1519, il trouve que c'est pas mal de s'installer là. Il lui faut un petit peu de temps, puisque ce n'est qu'au bout de 2 ans qu'il s'empare réellement de Tenochtitlan, de la capitale aztèque, et il décide de s'installer là. Il s'installe sur les ruines de la capitale préhispanique parce que c'est le centre d'un système politique. Donc il fait un choix complètement politique, il dit je m'installe là parce que je vais à partir de là rayonner sur l'ensemble de l'empire aztèque. Mais évidemment, les Espagnols ne sont pas du tout habitués à vivre dans un milieu lacustre, car Mexico est une ville lacustre à ce moment-là, et très vite, ils rencontrent des problèmes. Problèmes que les Aztèques avaient su résoudre. Et c'est là que ça devient intéressant. La compétition de 2 civilisations, de 2 cultures complètement différentes, qui vont se retrouver dans un même espace. Il y a une civilisation qui va choisir de s'adapter à cet espace, c'est la civilisation des Aztèques, ou des Mexicas si vous préférez, et une civilisation qui va décider d'adapter l'espace, le territoire à ses pratiques. Et c'est là qu'est le nœud du problème. Donc on n'a pas une crise de la modernité, on a une crise très longue, très préparée dans l'histoire, qui date en gros de 1521. Parce que quand les Aztèques arrivent, qu'est-ce qu'ils font? Vous connaissez, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont allés à Mexico, mais il y a une hiérophanie, c'est une irruption du sacré chez les Aztèques. Ils s'installent dans cet endroit qui est un endroit, il faut le dire, pourri, il est au milieu des marécages, et ils s'installent là parce qu'il y a surtout d'autres villes qui sont autour. Ce sont maintenant les villes qui sont les villes conurbaines, donc qui sont la périphérie de Mexico. Le retournement historique est assez amusant. Donc ils s'installent là parce que, selon le mythe, ils doivent trouver un endroit, ce sont des nomades qui viennent du nord, ils doivent trouver un endroit où il y aura un aigle en train de dévorer un serpent sur un nopal. Donc ça, c'est la représentation à l'heure actuelle qu'on retrouve au bord du Zócalo de la Plaza Mayor de Mexico. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est pas qu'il y ait tout le mythe.
c'est qu'on ait construit le mythe. Le mythe a été fait a posteriori pour justifier la présence des Aztèques dans cet endroit. Ils ont tout recréé. Les Aztèques ont recréé complètement leur histoire. J'ai pas le temps, évidemment, de m'appesantir sur cet aspect-là, mais ils ont recréé toute une histoire pour expliquer le fait qu'ils étaient obligés de s'installer là. C'est-à-dire, ils s'adaptent psychologiquement, historiquement, et après, ils vont s'y adapter géographiquement, parce que, là encore une fois, ils n'ont pas le choix. Pourquoi et qui vient les accueillir à cet endroit? C'est Tlaloc. Tlaloc, le dieu de la pluie. Et c'est pas pour rien que je le prends, le dieu de la pluie, parce que les Aztèques sont des nomades guerriers, leur divinité est solaire, c'est Huitzilopochtli, mais dès qu'ils arrivent dans la vallée, déjà ils s'adaptent. Ils s'adaptent et ils adoptent, en s'adaptant, ils adoptent la divinité locale, qui est Tlaloc, le dieu de la pluie, le dieu des eaux, hein, le dieu de la fertilité, le dieu des paysans. Ça veut dire que c'est la fin de la pérégrination, c'est la fin du nomadisme, on va se sédentariser, et c'est en 1325 que les Aztèques s'installent à cet endroit, et ils finissent par, comme je le disais, s'adapter et à utiliser toutes les ressources des lagunes. Ils sont au milieu de lacs, hein, ils vont utiliser la pêche, bien évidemment, ils vont utiliser les roseaux, ils vont utiliser tous les animaux possibles et imaginables pour se nourrir. Et d'ailleurs, il y a des récits de voyageurs très très intéressants au XIXe siècle. À l'époque donc de la photo antérieure, ici, j'ai un voyageur belge qui, je le cite parce que sa description est assez intéressante sur la nourriture des Indiens de Mexico qui vivent vraiment, alors là, à la périphérie de la ville. Il parle des aliments, il dit, il y en a de fort étranges. Les anciens Aztèques tiraient de la vallée de Mexico une grande partie de leur subsistance. Ils se nourrissaient non seulement de poissons, mais de grenouilles, de têtards, de salamandres, de moelles de jonc et d'une foule d'autres choses dont le seul nom nous fait horreur. Les Indiens actuels ont hérité du goût dépravé de leurs ancêtres. Alors évidemment, vous voyez là encore une fois cette continuité. J'ai goûté pour lui, moi aussi, un certain nombre de choses. Tout n'est pas délicieux, effectivement. Mais bon, il y a certains produits, même de la lagune, qui se laissent quand même manger. Les œufs de mouche, j'ai des problèmes. J'avoue que les œufs de fourmis, oui, mais ceux de mouche, non. Il y a des blocages psychologiques, je pense aussi. Donc, vous voyez, c'est tout un univers qui se crée et qui va se perpétuer, et notamment, on le verra un peu plus loin, avec le système dont vous avez entendu parler sans aucun doute des jardins flottants, ce qu'on appelle les chinampas, c'est-à-dire que en suivant les règles agricoles, les systèmes qui avaient été mis en place avant eux par les habitants de la vallée, les Aztèques ont développé toute une agriculture sur l'eau, qui ressemble un petit peu, pour ceux qui connaissent, aux ortillonnages d'Amiens. C'est vraiment ça. C'est les ortillonnages d'Amiens, mais à Mexico. C'est exactement le même système. Et ça a permis, effectivement, de faire vivre la ville. Et c'est ça qui a fondé la puissance de Mexico. Alors évidemment, quand arrivent les Espagnols, tout change. Tout change. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment aller dans le temps pour comprendre la situation actuelle. Tout change parce que ils s'installent là, mais les Espagnols ne connaissent rien au système hydraulique. Alors vraiment, rien de rien, c'est pas des Hollandais, c'est la Castille, il n'y a pas besoin de mettre des digues de tous les côtés, des pompes hydrauliques, etc. Donc ils s'installent là et très vite ils rencontrent des problèmes. Parmi les problèmes, un problème amusant que j'ai rencontré dans les textes de l'Archive générale des Indes, c'est comment enterrer les gens. C'est très difficile parce que la nappe phréatique est tout près du niveau du sol, donc vous mettez un cercueil, et au bout d'un moment, il remonte. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait lester les cercueils avec des pierres pour que les morts ne viennent pas déranger les vivants en revenant de manière intempestive à la surface. C'est un des problèmes qu'on a rencontrés. Autre problème qu'on rencontre, c'est tout simplement que les édifices espagnols, c'est-à-dire la ville à l'heure actuelle, contemporaine dans le centre historique de Mexico, sont trop lourds, ils ne sont pas adaptés au sol. Là, c'est la Iglesia de la Profesa. Et vous voyez que vous avez le niveau du sol originel. Maintenant, regardez, ça s'est enfoncé. Il a fallu mettre une sorte de petit pont pour relier l'église à la rue.
Et là, tous les édifices comme ça ont tendance à s'enfoncer, ce qui explique aussi certaines impressions quand on visite les églises du XVIe ou du XVIIe siècle à Mexico, on a l'impression d'avoir mal au cœur, tout simplement parce que ça penche et on s'en rend pas compte. Donc il suffit que quelqu'un vous dise non mais c'est normal. Ne te preocupes, c'est dû au fait que tu es en déséquilibre. Et alors là, effectivement, on remet je dirais, l'oreille interne en équilibre et on finit par s'adapter aussi. Je signale que les tours de la cathédrale de Mexico ont tendance à s'enfoncer aussi et que régulièrement on est obligé d'injecter du béton en dessous pour éviter que ça s'écroule. Autrement, vous imaginez Mexico avec, en gros, la ville de Pise, mais multipliée par 300 ou 400, ce serait pas mal pour le tourisme, mais à mon avis, ce serait quand même pas si facile que ça à entretenir. Donc vous le voyez, donc des problèmes qui sont posés très très vite et les Espagnols vont se rendre compte du drame en 1555. 1555, qu'est-ce qui se passe? Il y a une grande inondation. La ville est complètement inondée, elle reste inondée pendant plusieurs mois. Et là, les Espagnols se disent, finalement, est-ce qu'on a fait un bon choix? Nos édifices s'enfoncent, on est inondé et en permanence, mais de temps en temps, il y a une inondation catastrophique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est la technique habituelle. On prend des Indiens, on les fait travailler. De toute façon, la main-d'œuvre est gratuite pour protéger la ville. On leur fait construire des digues. Alors là, on reprend à la fois les systèmes de protection antérieurs et les systèmes de protection modernes. On a fait même venir justement des ingénieurs hollandais pour aider les Espagnols à se dépatouiller de leur système. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Les Espagnols continuent à être inondés. La première grande inondation, c'est 1555. Il y en a une autre en 1580. Ça se poursuit sans arrêt. On fait venir, comme je vous l'ai dit, un ingénieur hollandais, Adrian Boot, dont j'ai suivi la carrière. C'est toujours amusant de suivre la carrière de quelqu'un qui est mort depuis quelques siècles, parce qu'on se dit qu'est-ce qu'il va faire demain, qu'est-ce qu'il va faire. Donc dans les archives, on retrouve ses traces. Il me semble même, enfin bon, que je suis pas sûr, mais son frère était en fait un pirate, Simon le danseur. Et en fait, c'est parce que la couronne espagnole savait que son frère était un pirate qu'il a été envoyé là-bas. En gros, on lui a dit, parce que personne ne voulait aller à Mexico, le poste n'était pas attractif. Et donc, en gros, on lui a dit, soit on vous pend, soit vous allez à Mexico. Et il a dit, j'ai toujours adoré Mexico, j'ai toujours rêvé de voir cette belle capitale, donc il est parti là-bas. D'ailleurs, on l'a pas du tout écouté, ce qu'il a fait n'intéressait pas du tout les créoles espagnols, mexicains, et donc, il a terminé sa carrière en faisant quelques petits forts par-ci, par-là, et notamment le fort d'Acapulco. Mais ce qui me paraît tout à fait important, c'est que les Espagnols, eux, continuent à refuser de s'adapter. Ils continuent à refuser à s'adapter, et là, cette carte-là, vous voyez, c'est un plan de 1627, qui est fait, en fait, c'est un tout petit document, c'est pas plus grand que ça à l'origine, là, évidemment, ça paraît énorme. Ce qu'on voit, c'est la technique. Vous voyez, la technique adoptée, c'est la protection par une digue. Ce sont les Indiens qui ont construit cette digue-là, ce qu'on appelle la digue de San Lázaro, après 1555. Ce qu'on voit ici, ce sont les aqueducs qui rentrent dans la ville de Mexico, qui s'est développée, on le voit en 1627, avec la ville espagnole au centre, les quartiers indigènes qui sont autour. Mais les Espagnols, comme je dis, ils ont des réticences vis-à-vis de cet endroit. On le voit, Mexico est au milieu des lacs. On voit la digue qui la protège, et ce qu'on va faire, c'est en fait proposer d'autres solutions que la protection par des digues. On va dire, tout ça, ça fait un petit peu indien, de faire des digues, de se protéger. Nous, on est des Espagnols, on est donc supérieurs, et ce qu'on va faire, c'est faire quelque chose d'encore mieux que les Romains. Et que vont faire les Espagnols de mieux que les Romains? Leur projet, c'est de faire ce qu'ils ont appelé le desagüe, c'est-à-dire le drainage des lacs de Mexico. Drainage des lacs de Mexico, il y a eu plusieurs propositions. Une proposition pour aller vers Cuernavaca, par ici, en faisant un grand canal. Une autre proposition au XVIIIe siècle, qui est très très intéressante, et qui a été proposée par un grand savant de l'époque, Alzate, mais qui reposait sur une science qui est évidemment plus la nôtre. Il disait, ce qu'il faut faire, c'est un canal de drainage qui part de là, et qui va sous l'Iztaccíhuatl et le Popocatépetl, les deux volcans. Alors pourquoi? Parce que dans la science de l'époque, on considérait que sous les volcans, il y avait de grandes cavernes.
Évidemment, puisque les volcans, ça crache de la lave et des matières solides, en dessous, c'est nécessairement creux. Donc le projet scientifique était de dire, on va utiliser ces grands creux, on va balancer l'eau des lacs sous les volcans. Alors le projet n'a pas été... ça aurait été amusant, j'aurais bien aimé savoir ce que ça pouvait donner. J'imagine le Krakatoa, à peu près, de Mexico. Mais en fait, le projet véritable qui a été utilisé, c'est d'envoyer les eaux du lac par le nord, ici, par ce petit village, qui est toujours d'ailleurs un petit village, qui s'appelle Huehuetoca. Donc ça a été une décision qui a été prise en fait en 1607. On a commencé à travailler dessus, mais pourquoi a-t-on travaillé dessus aussi? On le voit sur ce plan. Ici, on voit le canal de drainage qui est ici. Voilà. Donc c'est une solution technique. Mais ce plan nous explique que la solution n'est pas seulement technique, elle est aussi idéologique. Pourquoi? Ce plan a été répété je ne sais pas combien de fois. Là, comme vous voyez, c'est une version italienne du plan, d'un plan qui a été fait justement par Adrian Boot au départ, donc l'ingénieur hollandais qui a été chargé de protéger la ville des inondations. Et là, qu'est-ce que les Espagnols ont vu là-dedans? Et il faut se placer dans les mentalités du XVIIe siècle. Ils ont vu des signes. Parce que d'où venait l'eau des lacs? L'eau des lacs avait une particularité, elle était salée, en partie. Donc, d'où ça venait l'eau des lacs? Mystère. Mystère tout de suite résolu. Ça vient de quoi? Du déluge universel. Il y a eu, bien sûr, le déluge universel, donc les eaux des mers sont montées, et quand elles sont redescendues au bout de 40 jours et de 40 nuits, eh bien, il y a une partie qui a été attrapée dans le bassin de Mexico, parce que c'est un bassin fermé. Et donc, c'est pour ça qu'on a des eaux salées. Donc, l'origine des lacs, c'est le déluge universel. Mais il y a un autre signe, c'est la forme des lacs. Vous voyez pas grand-chose là, mais les Espagnols, eux, ils voient quelque chose d'important. Ils voient la bête de l'Apocalypse. Et ça, c'est la bête de l'Apocalypse, et je le prouve bien évidemment, comme un bon Espagnol du XVIIe siècle. Vous avez ici la tête, vous avez le cou, vous avez le corps, vous avez la queue, vous avez les pattes, vous avez les ailes, vous avez les cornes, vous avez l'œil, et vous avez ici le collier. Il y a même un collier. Bon, vaut mieux, la bête d'Apocalypse, il vaut mieux la tenir avec un collier, c'est quand même plus sûr. Mais ce qui est important pour les Espagnols, c'est que la vallée de Mexico, les lacs de Mexico, eh bien, ça synthétise en gros toute l'histoire de l'humanité. La première destruction avec, bien évidemment, Noé, et ensuite l'Apocalypse qui annonce la fin des temps. Donc derrière la protection de la ville, il y a aussi une lutte contre les religions anciennes et une lutte aussi pour se sauver en éliminant le symbole. Alors qu'est-ce que font les Espagnols? C'est très simple. Ils vont commencer à travailler et à faire le drainage. Le drainage des lacs, il est lancé, on commence en 1607. Vous vous demandez pourquoi je vous ai montré cette photo, vous allez, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner la réponse. Donc ça commence en 1607, et puis en 1629, il y a à nouveau une très grande inondation. Très grande inondation qui est provoquée en fait par le vice-roi, parce que le vice-roi se pose des questions, il se demande d'où viennent les inondations. Il y en a qui disent que ça vient du nord, d'autres qui viennent du sud. Lui, il dit, bon, écoutez, il faut ce qu'on sache. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il arrête tous les travaux de protection et il ouvre les digues. Et il dit, on verra bien d'où ça va venir. Il n'a pas été déçu. On a su d'abord que ça venait du nord, les inondations, et la ville de Mexico est restée sous les eaux de 1629 à 1635. Voilà, donc c'est une bonne expérience, une expérience sur le terrain pour voir. Quand j'ai dit que Mexico était un laboratoire, il l'est aujourd'hui, il l'était déjà au XVIIe siècle. Et là, ce petit lion-là marque la hauteur maximale des eaux en 1630. Donc vous voyez, vous aviez vraiment Venise dans le Nouveau Monde. Il y a eu, d'après les chiffres de l'évêché de Mexico que j'ai eu, 30 000 morts. Alors comme disait l'évêque, heureusement essentiellement des Indiens, mais quand même quelques Espagnols au milieu, ce qui était gênant. D'ailleurs les Espagnols sont en grande partie se sont enfuis. On a pensé en fait à abandonner complètement la ville, mais on n'a pas fait. Et à la place, on a fait ça.
Ça, c'est quelque chose que vous verrez difficilement si vous allez, même si vous allez à Mexico, il n'y en a pas beaucoup qui connaissent, c'est moi qui le montre à mes amis mexicains, c'est le grand canal de drainage, celui du XVIIe siècle, qui a été fait. Au départ, c'était un tunnel, et puis ensuite, on a ouvert complètement la colline, il y a plus de 40 mètres de profondeur. Il y a des moments où il y avait 6000 Indiens qui travaillaient en même temps à cet endroit, et c'est par là qu'est partie, que sont partis, je dirais, une partie, c'est pas un nom, qu'ont été évacués une partie des eaux de Mexico. C'est donc ce qu'on appelle ici le Tajo de Nochistongo, qui évacue toujours d'ailleurs une partie des eaux de la vallée de Mexico. Au XIXe siècle, on s'est rendu compte de quelque chose de terrible. C'est que le canal qui avait été fait au XVIIe, il ne marchait pas. Parce que les calculs avaient été mal faits, ça ne pouvait pas enlever les eaux. Donc on a fait un nouveau canal de drainage, ce qu'on appelait le Grand Canal. Je ne traduis même pas, le Grand Canal de drainage. Et là, c'est le monument qui montre ce qui est l'aboutissement du canal de drainage. C'est à l'époque de Porfirio Díaz, c'est 1900, avec ici les 3 issues, vous avez le canal derrière et 3 issues, et ensuite ça passe alors, en tunnel sous la colline. Vous voyez ici quelque chose d'important, ce sont les vannes qui se permettaient au départ de réguler le niveau des eaux. Parce qu'il ne s'agissait pas d'évacuer toutes les eaux, il suffisait de les réguler, c'est-à-dire en saison des pluies, on ouvrait, en saison sèche, enfermé pour maintenir un niveau. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, ce canal de drainage sert essentiellement à évacuer les eaux d'égouts de Mexico, donc ça reste ouvert en permanence. C'est un des petits problèmes rencontrés par la ville de Mexico à l'heure actuelle. Il y a très peu de stations d'épuration. Pour vous donner des chiffres, c'est les derniers que j'ai pu obtenir de l'Institut national de géographie et de statistique. Vous avez au total, dans le district fédéral, 3 usines de traitement des eaux pour les eaux industrielles, seulement 3. Et vous avez 30 usines de traitement des eaux pour les eaux municipales, les eaux de tous les jours, j'allais dire, mais qui fonctionnent qu'à 56% de leur capacité. Pour vous donner une petite idée, au total, la capacité, c'est d'à peu près 7000 litres par seconde pour le traitement, mais ce n'est pas utilisé au maximum, alors que uniquement la station d'épuration d'Acher, à Paris, pour Paris, c'est 17 000 litres d'eau par seconde. Donc vous voyez la différence et ce que ça peut entraîner effectivement comme conséquence. Alors ces conséquences, elles sont très simples. Et là, c'est la ville de Mexico à l'heure actuelle qui souffre. Comme je l'ai dit, un désastre écologique, ça se prépare lentement mais sûrement. Il a fallu du temps, mais les Espagnols ont réussi à le faire. Alors le résultat, c'est quoi? C'est ça d'abord. C'est donc une vue aérienne de Mexico, le nord de Mexico. Vous avez ici le grand canal de drainage, celui de Don Porfirio de 1900. Vous avez ce qui reste ici, on est en saison des pluies. Donc c'est très humide. C'est ce qui reste du lac de Texcoco. Et vous avez la ville qui arrive et qui vient jusqu'au bord. Après, on ne peut plus construire, c'est réellement interdit de construire. Mais vous voyez cette frontière-là entre la nature, entre guillemets, et la ville de l'autre. Évidemment, ce sont les quartiers pauvres, ce ne sont pas les quartiers riches qui s'installent ici, puisque, comme je vous le rappelle, là, ce sont en grande partie les eaux usées de Mexico qui passent, donc ce n'est pas un endroit particulièrement agréable. Autre conséquence, c'est ça. Qu'est-ce qui reste des fameux jardins flottants, les chinampas? Il reste en fait une petite zone de protégée qui est devenue en fait le grand lieu touristique. Si on va à Mexico, à l'heure actuelle, il faut aller voir les chinampas et faire une petite promenade sur les trajineras. Alors les Mexicains, quand ils en ont assez des embouteillages sur le circuito interior, eh bien ils vont faire leurs embouteillages dans les chinampas. C'est quand même plus agréable que dans la voiture parce qu'en plus il y a de la musique, il y a des chansons et il y a de la nourriture. Mais on est vraiment là dans un milieu qui est complètement confiné, qui est protégé. D'ailleurs, c'est patrimoine mondial de l'humanité. Maintenant, parce que c'est le dernier endroit où on a encore des pratiques agricoles datant réellement de l'époque préhispanique, sur ces fameuses chinampas. Donc c'est patrimoine mondial de l'humanité. Autre conséquence, c'est le Rio Salado.
le Rio Salado, c'est quoi? Eh bien, c'est la rivière qui reçoit une partie des eaux noires de Mexico. C'est une rivière, ça. On ne le dirait pas non plus, mais vous avez donc les eaux noires, vous avez au-dessus la mousse, des détergents, etc., etc., et ça part dans la nature. Alors, quand il y a du vent, c'est très joli. Parce que là, je suis désolé, il n'y avait pas de vent, mais autrement, ça fait des guirlandes sur les arbres. Et c'est assez, je veux dire, c'est un spectacle qui vaut la peine, bon, d'être photographié sans respirer, bien évidemment. Bon, là aussi, c'était le problème quand je rentrais à mon centre de recherche, en leur disant, j'ai fait des photos extraordinaires. Ils me disaient, d'accord, écoute, tu vas prendre une douche. Puis après, tu nous racontes. Donc, c'est ce que j'allais faire, effectivement. Alors, vous voyez cette eau qui part dans la nature. Pas complètement dans la nature, parce qu'il y a des endroits où les paysans savent utiliser les ressources. Et donc, vous avez ici une pompe qui plonge directement dans le canal, qui est mis là dans un aqueduc qui date fin XVIIe, XVIIIe siècle. C'est un aqueduc jésuite. Ensuite, ça sert à irriguer les champs, qui sont très, très verts. Ils sont bien nourris. Bon, le problème, c'est qu'il y a aussi une partie je dirais des résidus industriels qui vont là-dedans. Donc, bon, c'est vrai que c'est quand même pas toujours très très bon d'avaler ça. Mais ça fait partie aussi des réalités. Et encore une fois, c'est trop facile de critiquer le paysan. Le paysan, il fait son boulot. Il ne sait pas de toute façon, en gros, d'où vient cette eau. Bon, c'est vrai qu'elle n'est pas terrible, mais elle fait fonctionner son système. C'est trop facile aussi, j'ai souvent ces réactions-là, des collègues ou des gens, ou même des étudiants, quand je leur parle de ça, ils me disent « Oui, mais que fait le gouvernement ?» Oui, mais les gouvernements mexicains ont hérité d'une politique hydraulique et qu'ils n'ont eux-mêmes jamais voulu. Comme je vous dis, c'est comprendre la supposée crise de la modernité, ça suppose de revenir à l'origine, c'est-à-dire à ce qu'ont fait les Espagnols de cet espace pour essayer de l'adapter à leurs pratiques. Donc c'est la conséquence de ces politiques hydrauliques que nous avons maintenant. Autre conséquence, vous avez ici, c'est une diapositive de 1950, c'est le grand-père de mes amis qui prenait des photos dans les années 40-50. Vous avez ceux qui connaissent le Monumento a la Raza et le Rio del Consulado. Évidemment, tout le réseau hydraulique naturel de Mexico a disparu, alors là, sous l'urbanisation, puisqu'on a dégagé des espaces libres finalement avec tout ça, avec ces lacs qui ont disparu, et à l'heure actuelle, c'est impossible de prendre évidemment la photo au même endroit. Le Rio del Consulado, ce n'est qu'une autoroute parmi d'autres. Et pour les habitants de Mexico, ils ne savent même pas en général qu'avant, il y a eu une rivière et que la rivière d'ailleurs continue à couler. Elle continue à couler, mais dessous, elle a été, je dirais, c'est une rivière qui a été urbanisée dans le mauvais sens du terme. Alors, autre conséquence qui est assez amusante et inattendue. Cette carte, qui est assez simple, vous permet de voir où sont les quartiers riches et où sont les quartiers pauvres de Mexico. Donc, de la mégapole. Donc, on a au centre un habitat qui est assez mixte, on a à l'ouest les quartiers qui sont aisés, et on a au nord et à l'est l'habitat pauvre. C'est-à-dire l'habitat qui s'est développé sur le lit de l'ancien lac. On a ouvert des terres, elles ne sont pas bonnes, donc ça va être, bien évidemment, pour les pauvres. Et pourquoi les Espagnols se sont installés ici? C'est comme à Paris. Vous avez l'ouest de Paris face à l'est de Paris. Eh bien, il y a des raisons, mais des raisons qui datent encore une fois de l'époque coloniale. Et encore une fois, la modernité, mon œil. Donc, pourquoi ça date de l'époque coloniale? Parce que les Espagnols, quand ils se sont installés, vous voyez ici la cathédrale à Mexico, ils avaient tendance à s'installer d'abord du côté est. Parce que c'est pour des raisons d'évacuation, ils se disaient, avec les bateaux, ce sera plus simple de partir de ce côté-là. Et puis, ils se sont rendus compte que les inondations venaient de là, donc ils sont partis de l'autre côté. Ils sont allés s'installer là. Et du côté des chaussées qui reliaient à la terre ferme. Donc première raison pour que les Espagnols, c'est-à-dire les riches, s'installent à l'ouest. Deuxième raison, c'est que les aqueducs qui amenaient l'eau potable venaient de l'ouest, venaient des montagnes de l'ouest. Et comme par hasard, vous avez les quartiers riches de Mexico qui sont ici, qui suivent en gros le trajet des anciens aqueducs. Donc il y a une relation de cause à effet qui est assez nette entre, je dirais, les phénomènes historiques et les réalités socio-spatiales contemporaines de Mexico. Le résultat de tout ça, c'est quoi? C'est qu'on a effectivement une ville
qui a été souvent présentée comme une ville très très polluée, la plus polluée du monde, ce qui est pas vrai. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire, la ville la plus polluée du monde? Ça, je ne sais pas trop. Ce que je voudrais dire, c'est que la pollution, elle non plus, ça ne date pas d'aujourd'hui. J'ai des récits absolument épouvantables du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, où on me présente la situation, par exemple, des canaux, à l'époque où la ville était encore traversée par des canaux. On disait, mais attention, il y avait un édit de la municipalité disant qu'il fallait arrêter de jeter les chiens, les animaux et les Indiens dans les canaux parce que ça salissait. Hein, donc, vous voyez, on met tout dans le même tas, si je puis me permettre. Et c'est vrai que c'était un endroit qui était quand même assez redoutable. J'ai une description de la place à Mayor en 1791 qui est ici. Je vous la cite parce que, encore une fois, la pollution, c'est à tous les niveaux et de tout temps. Hein, c'est pas encore une fois une invention moderne. Cette fontaine était immonde, l'eau était sale et puis abominablement parce que l'on y plongeait pour puiser l'eau, les jarres dégoûtantes qui servaient à la cuisine des boutiques, mais aussi les tripes et les abats pour les laver. Hein, les personnes grossières y trempaient les couches sales de leurs enfants afin de les nettoyer au dehors avec l'eau qu'elles retiraient, laissant flotter de larges croûtes à la surface du bassin. C'est cette eau-là qui était ensuite prise pour être amenée dans les maisons. Donc vous voyez bien que là encore, quand on parle de pollution, bien oui, c'est pas un phénomène nouveau. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est un autre type de pollution, c'est la pollution de l'air. Je vous l'ai dit, 3,7 millions de véhicules, ce qui représente à peu près 80% de la pollution atmosphérique à Mexico. Eh bien là, c'est vrai, hein, c'est énorme, et ça pose un certain nombre de problèmes. Excusez-moi, j'avais oublié de vous montrer cette photo-là pour vous illustrer la dichotomie entre les quartiers riches et les quartiers pauvres qui se perpétue. Hein. Dans les quartiers riches, vous avez l'eau en abondance. Dans les quartiers pauvres, c'est pas du tout le cas. Vous avez parfois de très grandes difficultés à vous connecter au réseau d'eau potable et la plupart du temps, vous n'êtes pas connecté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce sont des... Vous voyez, ici, il y a marqué « Transporta agua potable ». Bon, j'espère que l'intérieur de la cuve est mieux entretenu que l'extérieur. Mais que font les pauvres dans les quartiers pauvres? Ils achètent l'eau au litre. Hein, alors que dans les maisons riches, c'est l'abondance. La moyenne générale, c'est 300 litres par jour et par personne, ce qui est énorme, c'est une consommation de premier monde. Hein, mais en réalité, il y a de très fortes différences. Du côté des Catepec, c'est 40 litres par jour et par personne. Dans les Lomas de Chapultepec, c'est 1000 litres par jour et par personne, mais en faisant un effort, on y arrive. Hein. Bon, il y a la douche le matin, le soir, il y a la pelouse, il y a la piscine, il y a la voiture qu'on nettoie le matin et le soir aussi. Donc on finit par quand même arriver aux 1000 litres. Mais vous voyez comment l'utilisation d'une ressource, de ce qu'on pourrait appeler un bien commun, va finir par matérialiser des différences socio-spatiales qui sont très nettement marquées entre les quartiers. Alors, ce qui est en revanche plus communément je dirais, partagé par tout le monde, c'est l'air, bien évidemment. Et on a parlé de la pollution atmosphérique. Là, vous avez Mexico avec le smog. C'est pas ma photo qui est floue, c'est que de temps en temps, en hiver, notamment quand il y a des inversions thermiques, bien, Mexico est sous une chape de contaminants atmosphériques, et c'est vrai que ça devient parfois assez difficile à gérer pour les autorités. Alors, est-ce que pour autant, encore une fois, c'est un désastre et c'est vraiment une monstruopole? J'ai des collègues qui ont baptisé Mexico à un moment Smogopolis. Bon, le nom est rigolo, mais bon, ceci dit, c'est vrai que j'ai longtemps vécu à Mexico et que pendant très longtemps, c'était réellement Smogopolis. Est-ce que pour autant, c'est un désastre? Et je dis non. Et voilà. Et je voudrais insister et terminer là-dessus. C'est vrai que Mexico, c'est, je dirais, un symbole hein, d'une certaine crise de la relation entre la ville et l'environnement, mais pour autant,
ce n'est pas le désastre annoncé qu'on nous signale en permanence. Il y a quelques années, j'ai des collègues, c'était des Suisses, des journalistes suisses qui étaient venus me voir pour dire voilà, on veut faire un truc sur un reportage sur la pollution dans les villes et on voudrait prendre un exemple en France, c'est Strasbourg pour montrer comment ça se passe bien, notamment grâce au tramway, etc. Une ville aussi aux États-Unis pour montrer comment on prenait des mesures et le désastre absolu, Mexico. Je dis, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Mexico, ça tourne. Mexico, ça fonctionne, et je vais vous montrer des quartiers où vous ne vous croiriez pas à Mexico. Et effectivement, je les ai menés à Xochimilco, mais pas à Xochimilco des touristes, mais au Xochimilco, qui est toujours le quartier historique, le petit centre. Et ils m'ont dit, mais c'est pas possible, on est au centre de la plus grande ville du monde, là, avec ces petites maisons, encore des canaux au milieu. Je dis, ben oui. Et ils ont commencé en disant, ben voilà, on avait des idées, et nos idées étaient des représentations sociales qui n'étaient pas complètement justifiées. Pourquoi elles ne sont pas justifiées? D'abord parce que les gouvernements ont pris des mesures, notamment on a déconcentré les industries. Il y avait notamment une raffinerie, la raffinerie d'Azcapotzalco, qui polluait énormément. Des calculs avaient été faits. Uniquement la raffinerie d'Azcapotzalco représentait 2% de la contamination, de la pollution atmosphérique. Ça a été enlevé, ça a été fermé, et maintenant c'est un parc écologique. Donc c'est dire qu'il y a des mesures qui ont été prises, il y a d'autres mesures qui ont été prises pour limiter la circulation automobile. On vous a donné des étiquettes. Et selon la couleur de l'étiquette, vous pouviez circuler certains jours ou pas. Donc ça dépendait, vous avez le jour bleu, le jour rose, le jour jaune, etc. etc. Ça a permis, effectivement, dans un premier temps, de faire baisser la circulation automobile à Mexico et donc la pollution. Il y a eu un contre-coup, bien évidemment, c'est que les gens ont besoin de la voiture à Mexico. Mexico, c'est tellement grand. Hein, uniquement l'avenue Insurgentes, c'est presque 30 km de long. Et ça se continue ensuite par 2 autoroutes, pour vous dire que on est dans d'autres dimensions que notre petite dimension parisienne. Donc c'est vrai que les gens ont besoin d'automobiles. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans un premier temps, ils ont arrêté de la prendre, et dans un deuxième temps, ils ont acheté de nouvelles automobiles. Et comme ils n'avaient pas beaucoup d'argent, ils ont acheté des automobiles vieilles et qui polluaient. Donc il y a eu à nouveau un pic de pollution, jusqu'à ce qu'on invente un nouveau système, qui a été de dire, ben maintenant, ce sont les voitures propres qui pourront circuler tout le temps, avec pot catalytique, etc., etc. Donc il y a eu, alors là, une modernisation de la flotte, ça c'est indiscutable. Et parmi les gens qui utilisent le plus de voitures, il y a les taxis. Ceux qui connaissent les taxis de Mexico savent que c'est une véritable institution. Et pour les taxis, c'était embêtant. Parce qu'un taxi, il ne peut pas s'arrêter de circuler. Donc on leur donnait des heures, selon aussi la plaque, ils pouvaient circuler de telle heure, mais pas de telle heure à telle heure, au moment des pics de circulation, sauf s'ils réussissaient, s'ils investissaient dans un moteur propre et dans un pot catalytique. Donc évidemment, tous les taxis se sont précipités pour changer leur moteur, mais est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était pas vrai? On n'en sait pas trop, mais il fallait les reconnaître. Donc, pour les reconnaître, la couleur des taxis, normalement, c'était jaune ou rouge, selon si vous êtes un taxi libre ou un taxi de sitio. Dès que vous étiez un taxi écologique, vous pouviez devenir, vous pouviez peindre votre véhicule en vert. Quoi de plus écologique que le vert, bien évidemment. Et donc, on a assisté à une conséquence assez étonnante de la pollution à Mexico, ce que j'ai appelé la métamorphose des coccinelles. Vous avez là, avant la mesure, le flot de voitures avec les voitures jaunes et la coccinelle verte, ici. 2 ans plus tard, hop, métamorphose des coccinelles, toute verte, toute écologique. C'est quand même, à mon avis, là, une grande réussite. Alors, est-ce que c'est vraiment complètement écologique? Est-ce qu'elles ont tout un pot catalytique? Normalement, oui. Mais certains m'ont susurré à l'oreille que si on donnait un petit quelque chose, peut-être qu'on pouvait avoir un petit arrangement avec le Seigneur. En tout cas, maintenant, vous avez dans les rues de Mexico des flots de voitures vertes, et c'est tout de suite beaucoup plus sympathique, ça fait beaucoup plus printanier, on se croirait dans un jardin éternel. Alors ça, ce sont des mesures qui ont été prises. Autre mesure qui a été prise, et là, au fil du temps aussi, c'est... mais il a fallu effectivement... je dirais que l'administration centrale se prenne par la peau du cou pour prendre des mesures, mais il y a eu des zones de protection écologique qui ont été déclarées. La zone
il y a toute une zone dans le sud de Mexico, près de Xochimilco, justement, la zone de Cuemanco, qui a été réhabilitée. C'est-à-dire, on a refait des lacs. On a recréé les lacs qui avaient été drainés. On est revenu sur une politique hydraulique qui datait de plusieurs siècles. On a remis en eau les lacs en disant que c'était maintenant une zone naturelle protégée. Et vous avez cette photo-là, c'est au lever du soleil. Vous avez le lac de Cuemanco et vous pouvez voir ce que moi, en 4 ans, entre 1984 et 1989, où j'ai fait ma plus grande résidence à Mexico, en 4 ans, j'avais vu 2 fois le Popocatépetl et l'Iztaccíhuatl. Bien maintenant, grâce aux mesures qui ont été prises, on le voit assez régulièrement. Et vous voyez effectivement l'Iztaccíhuatl et le Popo qui sont ici, avec ce lac qui est remis en eau. Donc, j'allais dire, une reconquête du territoire, une reconquête du milieu naturel, alors qu'on croyait que c'était complètement perdu. Autre endroit qui montre la transformation aussi. Là, on est au lac de Zumpango. Ce coup-ci, c'est au nord. Ce lac, je l'ai connu, il était complètement sec. Il n'y avait plus rien. Et bien maintenant, vous le voyez, il a été remis en eau. Et vous voyez, ce n'est pas rien. C'est un vrai lac. Alors, évidemment, ensuite, c'est la qualité de l'eau, pas toujours de premier niveau. Ce sont des eaux de pluie, mais il y a aussi une partie des eaux d'égout. Donc c'est un petit peu mélangé. Mais disons que ça fait rien, c'est quand même, encore une fois, une reconquête de l'environnement. Et une reconquête, alors là, ça m'avait frappé quand j'étais allé, c'était à peine 2 ans après la remise en eau du lac. À peine 2 ans. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Eh bien, un gremio de pescadores, c'est-à-dire une association de pêcheurs, des pêcheurs de Zumpango. Ils s'étaient constitués et ce que vous voyez là, c'est un pêcheur avec ce qu'on appelle les fiscas. Las fiscas, c'est des flûtes avec des pointes, excusez-moi, des harpons, une sorte de harpons. C'est-à-dire qu'ils ont recréé les systèmes de pêche que moi j'avais connu, évidemment par l'intermédiaire des archives et des documents historiques, au XVIe et au XVIIe siècle. C'est-à-dire la technique de pêche, c'était par les fiscas. Eh bien, ils ont repris cette technique, et qu'est-ce qu'on pêche? Vous voyez des carpes, des tilapias, il faut des poissons qui supportent quand même. Sur la truite saumonée, c'est pas encore ça. Mais les poissons résistants et robustes, eh bien, ils sont revenus dans le lac. Et il y a d'ailleurs maintenant tout un tas de petits puestos, des petites boutiques où le dimanche on vous sert du poisson frit. Les habitants de Mexico, du centre de Mexico, viennent dans cette périphérie, et c'est devenu une promenade dans la nature. Alors évidemment, il n'y a plus rien de naturel dedans, mais c'est quand même une promenade naturelle, et on mange les tilapias du lac de Zumpango. Alors, honnêtement, il faut avoir l'estomac bien accroché, parce que les tilapias sont eux aussi bien nourris, mais bon, c'est quand même un changement, encore une fois, complet, à la fois dans les mentalités et dans les structures sociales. Et là, ça entraîné un certain nombre d'architectes et d'urbanistes qui ont fait des projets, notamment Teodoro González de León et Alberto Kalash, qui ont proposé, eux, d'aller encore plus loin et de revenir. Ils ont un grand projet qui s'appelle la Vuelta a la Ciudad Lacustre, c'est-à-dire la ville de l'avenir, Mexico, un retour à la ville lacustre. On avait un potentiel qu'on a gâché. Essayons de le retrouver, et dans leur projet, c'est un projet du milieu des années 90, il s'agit de remettre, alors là, complètement en eau, tout le lac de Texcoco, et d'essayer d'harmoniser la relation entre les noyaux urbains et le milieu aquatique. C'est pour ça qu'ils parlent de retour à la ville lacustre. Alors, bien évidemment, ça reste encore un petit peu utopique. On ne pourra pas remettre en eau, à mon avis, l'ensemble du lac de Mexico, parce que, de toute façon, la croissance démographique est là, l'urbanisation, elle est là, elle est énorme, je vous l'ai dit, plus de 1500 km² urbanisés, donc on ne peut pas raser tout ça en disant, écoutez, maintenant on va mettre de l'eau à la place, qu'est-ce qu'on va faire avec les habitants? Et en tout cas, et ce sera pour conclure réellement,
ce qu'on peut noter avec cette politique-là et avec ces projets, c'est qu'il y a une sorte de retournement historique de situation. C'est justement parce que la ville moderne se rend compte qu'elle n'est plus soutenable qu'on en revient à des processus et à des idées qui étaient avant les idées des peuples précolombiens avant l'arrivée des Espagnols. Et on se dit, ben, évidemment, est-ce qu'on n'a pas passé le cap? On a dit que c'est une crise de la modernité. Peut-être qu'avec la postmodernité, on en revient à une situation antérieure. Bon, ça ne va pas revenir complètement. Et de toute façon, restera le problème de la pollution atmosphérique, qui est toujours là. Je peux vous le garantir. Si je porte plus des lunettes, des lentilles de contact depuis longtemps, c'est parce que à Mexico, bon, à force de ressembler à un lapin atteint de myxomatose, bon, je pouvais plus. Donc maintenant, je porte des lunettes. Donc ça reste. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, en vous montrant la photo du smog, c'est que finalement, c'est pas si injuste que ça. Parce que où sont les pauvres? Ils sont au nord et à l'est. Où sont les riches? Ils sont plutôt au sud et à l'ouest. Justice divine. Les vents dominants sont des vents du nord. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'air pollué est en fait poussé naturellement vers les zones riches de la capitale. Donc, d'un certain côté, on a une ville, c'est vrai, où il y a de très fortes disparités sociales. Eh bien, il y a une sorte de justice naturelle ou justice spatiale qui est liée justement à l'urbanisation et à la modernité. Merci pour votre attention.